Au terme de l'année 2017, la Banque ouest-africaine de développement a enregistré un résultat net bénéficiaire de 13,295 milliards de francs CFA contre 10,548 milliards de francs CFA à fin 2016, soit une hausse de 26%. Le produit net bancaire en hausse de 9,6% est quant à lui porté à 37,419 milliards de francs CFA contre 34,131 milliards de francs CFA au titre de l'exercice 2016. Le total du bilan s'établit à 2653,295 milliards de francs CFA contre 2263,357 milliards de francs CFA à la clôture de l'exercice précédent, soit un accroissement de 17,2%. La BOAD a su conserver une structure financière équilibrée tout au long de l'exercice, notamment avec des fonds propres effectifs s'élevant à 655,810 milliards de francs CFA et représentant 25,5% du total bilan hors capital non libéré. La dette intérieure du Burkina Faso, pour une grande partie, a été apurée, selon la ministre Edith Clémence Yaka, qui a expliqué aux hommes d'affaires que le gouvernement s'est appuyé sur le travail de l'autorité supérieure de contrôle d'État, l'ASCE. C'est la dette qui a été auditée par l'ASCE et la dette régulière et irrégulière, elle a en tout cas été apurée au cours des 2 années précédentes. Et dans le budget 2018, nous avons encore inscrit 17 milliards pour apurer encore la dette, mais des sociétés d'État. Face aux hommes d'affaires quelque peu préoccupés par les factures impayées de l'État, la ministre Edith Clémence Yaka s'est voulue tout de suite rassurante en expliquant la ferme volonté du gouvernement à respecter ses engagements et surtout à relancer l'économie nationale et ne laisser personne sur le bas-côté. Le recensement qui avait été fait par l'ASE en 2016 n'a pas été exhaustif parce qu'il y a d'autres qui continuent de se plaindre de l'existence de dettes au niveau donc de nos ministères et institutions. Nous avons adressé une correspondance à l'ASE pour leur demander de repartir vers les sectoriels pour faire un audit complémentaire pour nous permettre d'analyser la situation et voir ce que nous pouvons faire pour accompagner donc ce secteur privé-là. Pour ce qui est de la question du budget, en cours d'exécution, la ministre a rappelé qu'il a été élaboré dans un contexte national marqué par la consolidation des acquis du budget 2017, la poursuite de l'opérationnalisation des objectifs du PNDS, l'insécurité et la prise en compte des revendications sociales de tous ordres. En termes de chiffres, le budget 2018 est arrêté en recettes à plus de 2018 milliards de francs CFA et en dépenses à plus de 2441 milliards. En croire Madame la ministre, les investissements s'élèvent à 1086 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire s'attire les faveurs de la Banque mondiale. Ce pays qui a continué ces derniers mois d'enregistrer une des plus fortes croissances économiques du continent africain va bénéficier d'un appui d'un milliard de dollars au titre de l'aide au développement d'une part et d'un complément de 500 millions de dollars destiné au secteur agricole. Ces montants sont débloqués en soutien au programme de développement ivoirien qui vise à transformer la Côte d'Ivoire en une économie à revenus intermédiaires d'ici à 2020 et réduire fortement le taux de pauvreté. Plusieurs facteurs ont motivé ce financement de la Banque mondiale, notamment la mise au vert des indicateurs macroéconomiques, le maintien de la stabilité politique, la mise en œuvre des réformes promises. En effet, la Côte d'Ivoire connaît depuis quelques mois un succès économique remarquable, illustré par une croissance rapide du produit intérieur brut qui a fait reculer la pauvreté. En dehors de l'aide au développement, le nouveau financement de la Banque mondiale va permettre au pays de bénéficier pour sa filière anacarde d'un projet estimé à 200 millions de dollars et pour la filière cacao d'un projet estimé à 300 millions de dollars. Tout a commencé en avril 2016 lorsque les dirigeants mozambicains ont avoué avoir emprunté en secret 2 milliards de dollars pour acheter des navires militaires afin de participer au combat contre l'ex-rébellion de la Renamo. Sitôt informés de cette opération, les financeurs du pays, avec à leur tête le Fonds monétaire international, ont gelé leur aide budgétaire
plongeant le Mozambique dans une crise sans précédent. Conséquence, le montant de la dette du pays est passé de 130% de son produit intérieur brut en 2016 et l'a rapidement contraint à suspendre ses remboursements. Parallèlement, un audit du cabinet Kroll a révélé en juin 2017 qu'au moins 500 millions de dollars de dépenses financées par l'emprunt décrié étaient inexpliquées, ce qui a amené le Fonds monétaire international à suspendre son aide et exiger la levée du secret sur les fonds disparus de la dette avant toute reprise de sa collaboration. Cette situation n'est pas pour apaiser les inquiétudes des créanciers du pays qui ont sèchement rejeté la dernière offre du gouvernement mozambicain pour restructurer la dette dont il a suspendu depuis plus d'1 an tous les remboursements. Ces créanciers estiment en effet que ce plan ne permet pas d'engager une discussion sérieuse en vue d'une solution réaliste. Les deux parties devraient se revoir en avril 2018 à Washington pour tenter d'aboutir à un accord équitable. Les pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est se doteront bientôt d'une plateforme mobile dont l'objectif est de renforcer le commerce transfrontalier. Actuellement dans sa phase pilote au niveau de la frontière entre le Kenya et l'Ouganda, cette application permettra aux hommes d'affaires de disposer en temps réel des informations sur les marchés des échanges et les prix de marché aux petits négociants implantés aux postes frontières. Une fois la phase pilote achevée, elle sera déployée à tous les postes frontières des 6 États membres de la communauté d'Afrique de l'Est. La nouvelle plateforme numérique facilitera pour les négociants leur maîtrise des informations nécessaires et leur connaissance des règles et des procédures qui régissent les échanges commerciaux dans la zone. De quoi augmenter la transparence des prix des marchandises négociées dans la région et mieux protéger les petits négociants dont les activités représentent une part très importante du commerce transfrontalier, mais qui sont souvent exploités par des intermédiaires. Le nouveau code des hydrocarbures en cours d'élaboration au Gabon ne vise pas à céder une partie des recettes de l'État, mais il se veut plus flexible pour s'adapter à la situation conjoncturelle compliquée que connaît le pays aujourd'hui. Ce nouveau code viendra remplacer celui en date de 2014 et qui figure parmi les moins avantageux d'Afrique pour les entreprises selon plusieurs pétroliers et experts du secteur. En effet, ce code de 2014, en plus d'être difficile sur le plan fiscal et juridique, a créé par exemple un impôt sur les sociétés de 35%. Autant de choses qui ont milité à la faveur de sa refonte. Des dizaines de recommandations ont d'ailleurs été annoncées pour une amélioration du document, parmi lesquelles des mesures de flexibilité, la révision de l'impôt sur les sociétés ou encore l'exonération de la TVA pour le compte de tiers à l'importation et la suspension du paiement de la TVA pour les fournisseurs locaux. Son élaboration intervient dans un contexte où le Gabon pense aussi développer le biocarburant, 80% du pays étant constitué de forêts. Notons que le nouveau code pétrolier sera présenté au Parlement au début du mois de juin. « 160 milliards de francs CFA. Ainsi s'élève le chiffre d'affaires que le Sénégal a tiré en 2016 de sa filière avicole. Selon la ministre de l'Élevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye, la production de viande de volaille a représenté 36% de la production nationale de viande, toutes espèces confondues, qui était à 242 641 tonnes. Par ailleurs, il a été noté une moyenne de progression de 15% par an, tandis que la production en œufs de consommation a été évaluée à 615 millions d'unités, avec une moyenne annuelle de progression de 7 ans. Ces résultats ont été rendus possibles grâce au tissu d'industrie et d'entreprises mis en place autour de l'aviculture, notamment dans les domaines de l'alimentation, de la production de poussins, de la santé et de la transformation. Ces performances sont aussi le fruit de l'appui dont bénéficie le pays depuis 3 ans de la part de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole de l'Union et du plan directeur des filières agricoles prioritaires.
Même le graffeur Banksy a choisi Douvres pour immortaliser le Brexit. Cette ville portuaire britannique a voté à 62% pour la sortie de l'Union européenne. Pourtant, avec le va-et-vient incessant des poids lourds qui traversent la Manche en ferry, impossible d'oublier la forte dépendance avec le continent. Actuellement, un camion passe la douane en 2 minutes, mais la moindre complication risque de mettre à mal cette fluidité. Notre port connaît un énorme succès. 1,25 million de camions passent chaque année par Douvres. À moins d'avoir un accès illimité dans les deux sens, nous allons nous retrouver avec des embouteillages jusqu'à Maidstone, à travers le Kent et le nord de la France. Ce scénario catastrophe n'effraie pas pour autant les partisans du Brexit. À moins qu'ils ne puissent changer la réglementation douanière, je pense qu'il y aura des embouteillages pendant un certain temps, mais toutes ces choses seront résolues au final. Une vision qui ne réussit pas à rassurer ceux qui auraient préféré rester dans l'Union européenne. J'ai l'impression que ce qui a motivé beaucoup de gens, c'est l'immigration, puisqu'on est près du port. Ils pensaient que comme ça, les migrants ne seraient pas autorisés à entrer, et donc que ça leur donnerait plus de possibilités d'emploi. Mais ça n'a pas changé, personne ne voit de changement. Il y a 25 ans pourtant, la ville avait célébré l'entrée dans le marché unique. Cet ancien agent des douanes se rappelle de cette nuit de 1993. Je me souviens, j'étais là à minuit et juste après, les premiers chauffeurs de camions sont passés sur le premier ferry. Ils étaient en costume et leurs camions étaient éclairés par des lumières féeriques. Ils klaxonnaient. C'était un grand moment. En première ligne de l'import-export britannique, avec 140 milliards d'euros de marchandises qui transitent chaque année, Douvres risque de se retrouver dans un cauchemar administratif si aucun accord n'est trouvé sur les frontières avec le reste de l'Europe. Accroître les recettes fiscales de manière équitable et freiner les dépenses courantes afin de réduire la dette et d'accroître l'investissement ainsi que les dépenses sociales. Telles sont les recommandations du Fonds monétaire international à l'endroit des autorités tunisiennes. Pour le FMI, il est prioritaire de renforcer en 2018 le recouvrement des impôts, de mettre en œuvre les départs volontaires de fonctionnaires, de ne pas accorder de nouvelles augmentations salariales, sauf si la croissance s'avère supérieure aux prévisions et de relever les prix des carburants chaque trimestre. Le FMI indique aussi qu'il sera tout aussi important de répartir la charge de l'ajustement de manière équitable parmi les composantes de la société et de protéger les groupes vulnérables. Également, l'institution de Bretton Woods soutient, s'agissant de la Banque centrale de Tunisie, que des nouvelles hausses du taux directeur seront nécessaires pour ramener les taux d'intérêt réels en territoire positif, à moins que l'inflation ne recule rapidement. Par ailleurs, et dans la continuité de la dépréciation du taux de change réel en 2017, le Fonds monétaire international estime que la flexibilité du taux de change demeurera essentielle afin de corriger la surévaluation restante du taux de change réel, de réduire le déficit des transactions courantes et de reconstituer les réserves de change. À cet effet, l'institution préconise le respect du budget destiné aux interventions sur le marché des changes et l'organisation des adjudications de devises plus compétitives.